Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Alors que le Burkina Faso est confronté à une insurrection menée par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, lundi, le pays a annoncé la fin de l'accord militaire qui autorisait les troupes françaises à combattre sur son territoire. Jusqu'à présent, le conflit a entraîné la prise de contrôle de vastes régions et le déplacement de millions de personnes dans la région du Sahel. Lundi, le Burkina Faso a décidé de mettre fin à un accord militaire qui permettait aux troupes françaises de combattre des militants sur son territoire. Le pays d'Afrique de l'Ouest est confronté à une insurrection menée par des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. De vastes étendues de terre ont été conquises et des millions de personnes ont été déplacées dans la région du Sahel. Samedi 21 janvier, la télévision nationale burkinabé a rapporté que le gouvernement avait suspendu un accord militaire de 2018 avec Paris le 18 janvier, donnant à la France un mois pour retirer ses troupes. Le lendemain, Emmanuel Macron a déclaré qu'il attendait des clarifications du président de transition Ibrahim Traoré. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair. Par ailleurs, Macron a accusé la Russie d'exercer une influence prédatrice dans les pays africains en difficulté. Le Burkina Faso n'a ni confirmé ni infirmé les récentes informations selon lesquelles il aurait également décidé d'engager le groupe russe Wagner. La vision du gouvernement de transition burkinabé selon Ouédraogo est que le pays puisse se défendre. Il a ajouté que ce n'était pas la fin des relations diplomatiques avec la France et que le Burkina Faso souhaitait toujours un soutien sous forme d'équipement militaire. Les autorités françaises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Mais l'influence de la France dans ses anciennes colonies est en déclin. On a pu le constater vendredi 20 janvier à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour appeler l'armée française à dégager et brûler des drapeaux français. Le Burkina Faso et le Mali voisin sont dirigés par des juntes militaires qui ont pris le pouvoir au cours des 2 dernières années et ont coupé les ponts avec leurs alliés traditionnels. L'année dernière, les troupes françaises se sont retirées du Mali après une détérioration des relations. Ce départ coïncide avec la décision de la junte malienne d'engager des mercenaires russes pour l'aider à combattre les insurgés. Ford envisage de supprimer plus de 3000 emplois en Europe et de transférer certains projets de développement de produits aux États-Unis. Un syndicat allemand de métallurgistes promet de prendre des mesures qui perturberaient le constructeur automobile sur le continent au cas où celui-ci confirmerait les suppressions d'emplois. Ford fait face à la menace d'un conflit social à l'échelle européenne. Le syndicat allemand IG Metall a déclaré lundi 23 janvier qu'il prendrait des mesures pour perturber la production sur tout le continent si l'entreprise ne revenait pas sur les suppressions d'emplois prévues. Le syndicat estime que 3200 postes doivent être supprimés dans la région. IG Metall affirme que Ford a l'intention de supprimer des emplois dans le développement de certains produits et dans le management. La production devrait être transférée aux États-Unis. Ford s'est refusé à tout commentaire. La compagnie s'est contentée de faire référence à une déclaration faite vendredi 20 janvier, selon laquelle la transition vers les voitures électriques nécessiterait des changements structurels. Ford Europe produit, vend et entretient des véhicules sur 50 marchés. Elle emploie environ 45 000 personnes dans ses propres installations et dans ses co-entreprises. Le constructeur automobile américain s'est engagé à passer au tout électrique en Europe d'ici 2030 et travaille sur une gamme de nouveaux véhicules. Parlons maintenant d'un autre constructeur automobile, le chinois Geely. Geely prévoit de gros investissements pour convertir le fabricant des emblématiques taxis noirs de Londres en une marque entièrement électrique avec une gamme de véhicules utilitaires et de tourisme. Le groupe chinois a pris le contrôle total du constructeur automobile britannique LEVC, London Electric Vehicle Company, depuis maintenant 10 ans. Les célèbres taxis noirs de Londres pourraient connaître une nouvelle destination. L'entreprise qui les fabrique appartient désormais au géant chinois de l'automobile Geely. Il veut faire de la London Electric Vehicle Company, ou LEVC, un acteur mondial majeur. Pour l'instant, il s'agit plutôt d'une affaire de niche. LEVC fabrique des taxis noirs hybrides. Maintenant, Geely dit qu'il veut transformer l'entreprise en un fabricant de véhicules entièrement électriques, couvrant une gamme de véhicules de tourisme et utilitaires. Un dirigeant a déclaré que des investissements majeurs étaient prévus dans l'usine de l'entreprise à Coventry, dans le centre de l'Angleterre. Geely cherchera également à attirer des investisseurs extérieurs et à s'associer à d'autres constructeurs automobiles. La valeur de l'investissement sera divulguée ultérieurement, mais Geely a l'habitude de financer des entreprises britanniques de niche.
En 2021, il a lancé un programme d'investissement de plusieurs milliards d'euros chez Lotus. Le constructeur de voitures de sport prévoit d'augmenter massivement sa production et d'étendre sa gamme aux SUV et aux berlines. LEVC pourrait s'appuyer sur d'autres entreprises du portefeuille de Geely pour obtenir de l'aide. L'entreprise possède des marques telles que Volvo et Polestar, le fabricant de véhicules électriques. La production en Chine pourrait également être une option. Actuellement, l'entreprise ne peut construire que 3000 taxis par an. Bientôt, ce chiffre pourrait être beaucoup plus important. Le Parti communiste chinois a déclaré que les cas critiques de Covid ont atteint leur maximum en Chine, suggérant par là que la courbe devrait bientôt s'inverser et la situation du pays commencer à s'améliorer. Mais le fait est que les produits funéraires manquent toujours dans différentes villes. Nous sommes allés interroger plusieurs fabricants du secteur funéraire pour en savoir plus. Alors que les hôpitaux et les salons funéraires chinois sont mis à rude épreuve par le décès dû au Covid-19, les fabricants de matériel funéraire font également des heures supplémentaires. Un fabricant d'urnes affirme être en rupture de stock en raison de l'énorme demande. On ne peut pas réussir à en produire autant avant le nouvel an lunaire. Parce que cette année, pour être honnête, il y a trop de décès et trop de demandes. C'est pour ça qu'on n'a pas pu y arriver. Yang a ajouté que la production ne pourra être rattrapée qu'après février. Dans l'impossibilité de se procurer des cercueils, certains salons funéraires ont eu recours à l'emballage des corps dans des draps blancs. Les familles qui ne peuvent se permettre ni cercueil ni service funéraire n'ont d'autre choix que de se contenter d'un simple enterrement. Un fabricant d'urnes affirme qu'il n'a jamais vu les ventes atteindre ce niveau auparavant. Le marché est comme ça, en ce moment, juste à cette période de l'année. Ce n'est jamais arrivé avant. C'est à cause de la pandémie, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas au courant? Les réservations des faux crématoires augmentent également car les salons funéraires se précipitent pour incinérer les restes. Les fabricants de fours crématoires ressentent la pression mais disent qu'ils ne peuvent rien y faire. Il n'y en a pas en stock pour le moment, il n'y a rien d'immédiatement disponible. Nous ne pouvons pas les fabriquer, c'est tout. Nous ne sommes pas en mesure d'en produire davantage. D'autres fabricants de fournitures funéraires affirment que la production pourrait reprendre dans quelques semaines au retour des travailleurs après les vacances du Nouvel An lunaire. Restons en Asie. Au Japon, les consommateurs et les commerçants se préparent à subir les effets d'une inflation croissante. Le gouvernement japonais appelle les entreprises à augmenter les salaires de leurs employés. Au Japon, les coûts ont augmenté pour tout, du transport aux emballages en passant par l'électricité. Le propriétaire d'un supermarché, Hiromichi Akiba, affirme qu'il a monté son entreprise florissante grâce à des liens étroits avec son quartier et que c'est pour cette raison qu'il ne peut pas augmenter les prix. Mathématiquement parlant, on pourrait penser qu'il n'y a pas de problème à augmenter le prix de vos produits lorsque vos coûts et autres dépenses augmentent. Mais quand je regarde mes clients dans les yeux, je ne peux pas le faire. C'est une situation difficile à vivre en ce moment. Akiba a essayé de réduire les dépenses de son magasin en éteignant certaines lumières, mais il dit qu'il ne peut toujours pas se permettre d'augmenter les salaires. L'administration du Premier ministre japonais Fumio Kishida a appelé les entreprises à le faire. Ce n'est pas si facile de faire ce que le gouvernement demande. Le coût de beaucoup de choses augmente et j'aimerais augmenter le salaire de base de mes employés, même si ce n'est qu'un peu. Mais la réalité est que les choses ne sont pas si faciles. Taro Yamada, étudiant de 19 ans, est employé à temps partiel. Il a déclaré qu'une augmentation de salaire serait la bienvenue, car elle lui permettrait d'avoir une alimentation plus équilibrée et plus saine. Je crois avoir vu à la télévision que ce sont les employés à temps plein des grandes entreprises qui obtiennent une augmentation, mais je suppose qu'il n'y a aucune aide dans mon cas, car je suis à temps partiel. Une cliente du supermarché commente également la hausse de l'inflation au Japon. Elle dit que les salaires au Japon ont stagné pendant de nombreuses années. Eh bien, rien n'a changé au Japon depuis 30 ans en ce qui concerne les salaires. Donc, quand le coût des biens augmente fortement et que les salaires ne le font pas, je pense que clairement, à l'avenir, le taux de pauvreté va vraiment augmenter. Je pense que le gouvernement doit adopter des politiques pour maintenir l'équilibre. La faiblesse du yen a fait grimper les prix des viandes, des fruits et des légumes importés. Même les produits nationaux sont plus chers, car les aliments pour animaux et les engrais sont souvent importés. Et à l'est du Japon, un ressortissant russe vit dans l'aéroport international de Corée du Sud depuis la mi-novembre, essayant ainsi d'échapper à son enrôlement dans l'armée de Poutine. Andrew Thomas de NTD fait le point sur la situation alors que le jeune homme attend toujours une décision sur son droit d'asile.
Cela fait maintenant 2 mois que Vladimir Maraktayev vit dans une salle d'embarquement d'aéroport. En septembre, cet étudiant en linguistique a quitté sa maison en Sibérie pour se réfugier en Mongolie voisine. Nous ne voulions pas nous enfuir, mais dans la vie, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a parfois un moindre mal que l'on doit choisir. S'enfuir, ne pas tuer les gens, ne pas mourir soi-même. Après s'être rendu aux Philippines, il s'est envolé pour la Corée du Sud le 12 novembre. Il espérait recevoir le statut de réfugié. Mais les autorités sud-coréennes ont déterminé que fuir la conscription n'était pas une raison valable pour obtenir l'asile. Après un séjour de 6 jours dans un centre de détention, il a été renvoyé à l'aéroport. Il n'est pas reparti depuis. Toute la journée, je ne fais pratiquement rien. Je me réveille, je mange un peu au ministère de la Justice, je fais une promenade, j'essaie de lire des livres, j'essaie parfois d'apprendre le coréen. Il a fait appel et doit rester à l'intérieur du terminal en attendant la décision. Il est l'un des 5 Russes bloqués dans le principal aéroport international du pays. Ils attendent que leur demande d'asile fasse l'objet d'un appel. Au Nouvel An, je me suis acheté un café parce que je sentais que je devais me faire plaisir d'une manière ou d'une autre pour le Nouvel An, parce que j'ai l'habitude de célébrer le Nouvel An avec ma famille et mes amis. La région natale de Maraktayev, la Bouriatie, a connu l'une des campagnes de mobilisation les plus agressives de Russie. Il a déclaré qu'un de ses plus proches amis d'école a déjà été tué en Ukraine. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et la vie continue au Maroc, où d'anciens lieux de rencontre appelés Foundouk sont rénovés pour accueillir à nouveau les touristes. Les artisans sont revenus pour présenter leurs produits aux visiteurs. Fès est la 2e plus grande ville du Maroc. La région est connue pour son artisanat et ses vieux bâtiments, notamment les Funeduc. Ces structures servaient de halte et de centre de rencontres commerciaux le long des routes commerciales. Mais au fil des ans, l'état de ces bâtiments s'est gravement détérioré. Les artisans qui y vendaient de l'artisanat et des articles ont commencé à diminuer. Aujourd'hui, un vaste projet de restauration est en cours. Il y a environ 10 funduks qui ont été complètement restaurés et nous avons maintenant 30 funduks qui sont en cours de restauration et donc un pourcentage important de 120 hôtels, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à l'État est en cours de restauration. Et cela a un impact très important, notamment en termes de préservation de l'artisanat. Les Funeduc étaient autrefois le cœur de Fès. Les artisans fabriquaient et vendaient leurs produits au rez-de-chaussée et vivaient souvent dans les étages supérieurs. Je rencontre beaucoup de touristes. Avant, j'étais dans un fundouk marginal et il n'y avait pas beaucoup d'occasions de rencontrer des touristes ou des clients. Et maintenant, nous sommes dans une zone touristique et à notre tour, nous avons envie d'être créatifs et d'innover. Plus de 30 artisans travaillent actuellement à temps plein dans ces 3 Funeduc rénovés. Aucun n'y travaillait avant la rénovation, les sites ayant été jugés peu sûrs. Le processus de restauration comprend la réfection des fondations ainsi que des tuiles et du bois qui est un composant essentiel des funduks. Heureusement, il y a des entreprises qui existent depuis plusieurs décennies et qui sont spécialisées dans ce domaine. Et lorsque nous travaillons avec elles, nous sommes assurés que le travail sera réalisé dans les meilleures conditions et selon les meilleurs standards. Aujourd'hui, les Funeduc sont une formidable vitrine du savoir-faire et de la culture locale. Ils accueillent chacun entre 10 et 30 touristes par jour. Fès compte 120 Funeduc au total. Philanthrope, administratrice de société, ambassadrice, Madame Dominique Brustlein-Bobst agit depuis des années au nom d'autrui, pour autrui, en tant que consultante en communication institutionnelle pour la réalisation de projets à but socialement responsable. Elle est engagée dans de nombreuses fondations et associations en Suisse et ailleurs, et elle apporte son soutien à différentes causes, qu'elles soient sociales, animales ou environnementales. Le don aux autres est naturel chez Madame Brustlein-Bobst, qui est née dans une famille généreuse qui n'a jamais eu peur d'offrir sans rien attendre en retour. Si la vie lui a souri à de multiples reprises, Madame Brustlein-Bobst a également été secouée
par diverses tempêtes qui ne l'ont pas pour autant freiné dans sa mission philanthropique, bien au contraire. On regarde. Fille aînée d'une fratrie de 4 enfants, Dominique Brustlein-Bobst semblait être née avec une petite cuillère dans la bouche. Sa famille est une leader mondiale dans le cartonnage, présente dans plus de 50 pays dans le monde. Dominique Brustlein-Bobst a toujours vécu sa vie en donnant à autrui, construisant des ponts pour mettre en relation des donateurs et des donataires, fondant des projets dans l'objectif d'engager une dynamique de cercle vertueux. Moi, j'ai été éduquée dans une famille avec des valeurs chrétiennes, des valeurs humanistes, où on nous a toujours inculqué que, en ayant reçu, on était là pour donner plus loin. Toute ma vie d'adolescente, de jeune adulte, de jeune maman, j'ai eu 4 enfants, je les ai eus très jeunes. Je me suis toujours sentie concernée par l'aide à l'autre, par le fait de tendre ma main à ceux qui n'avaient peut-être pas eu la même chance ou la même quantité d'amour dans la vie. C'est pas seulement un ancrage, je dirais, matériel, c'est aussi tout ce qui fait qu'un être humain reçoit dans la vie, dans sa corbeille, l'amour, le respect, la capacité d'avoir une bonne éducation. Ça, je l'ai reçu. J'ai essayé de le transmettre à mes enfants. Et à partir de là, je n'ai cessé de développer ma présence aux autres. Par différents biais, en effet, dans un cadre très modeste, dans le cadre de la paroisse, où j'étais longtemps catéchiste, par le biais d'associations, par le biais des services sociaux, par le biais de fondations, par le biais de grandes agences, aujourd'hui des agences onusiennes qui font appel à moi, ou de grosses fondations à l'échelle suisse ou des fondations étrangères, me sollicitent pour des conseils, pour de la stratégie, pour une aide, au fond, à leur développement, toujours en ayant aligné la vision, la mission, les valeurs. Lorsqu'en 2008, son mari est frappé de plein fouet par l'affaire Madoff, Madame Brustlein-Bobst voit la sécurité financière de sa famille mise en péril et ressent de façon très profonde ce que signifie ne plus rien avoir. Mais à l'heure même où elle fait la découverte de sa propre vulnérabilité, Dominique Brustlein-Bobst choisira de trouver la force en elle pour rebondir. Au lieu de se laisser abattre, cette mère de 5 enfants préférera lâcher prise sur la question matérielle et prendra la décision de devenir plus créative et d'intensifier sa propre philanthropie. Personne ne cherche à avoir une déstabilisation matérielle. Ça, c'est des grands chocs parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel lié à ça. Il y a beaucoup de déstabilisation psychologique dans une famille quand une déstabilisation, quand de gros problèmes matériels arrivent. Mais ça permet peut-être de recadrer ses valeurs ou de voir qu'en effet, pour réussir sa vie ou réussir dans la vie, en fait, réussir dans la vie, c'est peut-être on se dit, il faut réussir matériellement, faire une belle carrière. Réussir sa vie, c'est tout autre chose. C'est quelque part justement grandir et être capable avec les aléas et les impondérables qui arrivent et pour lesquels on n'y peut rien, arrive à continuer en construisant comme une maison avec d'autres briques et d'autres pierres angulaires qui sont liées à la qualité de la vie, peut-être ce qu'on peut mettre ou les valeurs auxquelles on peut aussi attacher suffisamment d'importance en se disant ça nous permet de réussir sa vie. Là, je pense aussi que dans le fait de retenir ou de s'agripper ou d'avoir peur de perdre, quand on cherche à retenir sur soi, on n'est pas capable d'accueillir ce que la vie va venir et va vous offrir. Et dans ce mouvement de lâcher prise et d'ouverture et des mains ouvertes, c'est là où arrivent des cadeaux qu'on n'aurait jamais cru possibles. Je pense que nous sommes des êtres spirituels ayant une courte incarnation terrestre, celle-ci en tout cas, de laquelle on est sûr, qu'on vient d'un ailleurs, qu'on est ici incarné pour apprendre, prendre conscience et faire sa différence avant de continuer sa trajectoire ailleurs. Dès lors, ce qui peut arriver, des grosses épreuves, des grosses déstabilisations, des grandes souffrances, si on se dit que ça a quelque part une signification dans un plus grand tout, et que peut-être on le comprendra plus tard sous une autre forme, ça rend le tout beaucoup plus homogène et beaucoup plus compréhensible. La souffrance du monde aujourd'hui provoque en tout un chacun un certain degré de stress. Aux yeux de Madame Brustlein-Bobst, la démarche altruiste, pour autant qu'elle s'accompagne d'action, est le seul moyen d'évacuer les tensions.
Le service au nom de tous les êtres humains est aux yeux de cette philanthrope la vraie noblesse, celle qui permet au corps et à l'esprit de s'élever spirituellement, celle qui permet à tout un chacun de trouver la paix intérieure et d'être constamment dans la joie, libre de tout souci. Dominique Brousline-Bobst a donné son énergie, son temps au cours de nombreuses années, et elle est aujourd'hui impliquée de plusieurs façons dans une multitude de fondations en Suisse, en Europe ou ailleurs. Ambassadrice de nombreuses causes, Madame Brousline-Bobst ouvre des voies non conventionnelles pour toucher les plus hermétiques à la solidarité, convaincue que réside en tout être humain une parcelle de bienveillance. Vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview de Madame Brousline-Bobst sur la chaîne de notre journaliste Laetitia Rodriguez, Nouvel Angle, sur YouTube, YouMaker et Gangjin World à partir de vendredi. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée sur NTD.